Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 42, ici dans le neutral, mais sur un autre site. Comme on peut le voir, ici il est dans la peur. En tout cas, rien d'étonnant de voir ce chiffre en hausse, qui reflète plutôt bien l'enthousiasme qu'on peut ressentir sur les marchés avec ces quelques jours de hausse. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite un excellent week-end, ainsi qu'une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Actuellement, le Bitcoin est toujours dans une configuration haussière. Regardez, on est actuellement dans ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc c'est, comme son nom l'indique, un canal dans lequel on est haussier. Tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas de souci particulier, on reste dans une configuration bullish. Quand on est en dessous du haut du canal, c'est simple, on est en dessous d'une zone de résistance. Donc nous, le haut du canal, vous le voyez, on est vraiment pas loin de le péter. On a déjà tenté de le péter à plusieurs reprises. Vous les voyez ici, toutes ces mèches qui sont là, ça a été des tentatives de cassure du canal. Mais le haut du canal est une zone de résistance importante, donc c'est pas dit qu'on arrive à le péter. En tout cas, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à péter ici les 23 986 $. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, effectivement, on casserait le canal ascendant par le haut, et là, ce serait un joli signal d'achat pour pump. Mais comme je viens de vous le dire, méfiez-vous, le haut du canal est une zone de résistance. Par contre, là, ce qu'on voit, ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que regardez, on fait des points hauts. Vous le voyez ici, on a un point haut qui est là, on a un autre point haut qui est là, et chaque point haut est plus haut que les précédents. Donc ça, c'est typique d'une tendance haussière. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci, on est bel et bien dans une tendance haussière. Mais voilà, méfiez-vous, parce que si jamais on n'arrive pas à péter le canal par le haut, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter par le haut du canal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone de résistance. Si on se fait rejeter, on va aller chercher les supports suivants. Donc le support des 22 800, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis le milieu du canal ascendant, qui est une zone de support. Le milieu du canal 22 167. Et si on perd le milieu du canal, attention, la direction, ce sera pour aller chercher le bas du canal. Le bas du canal qui va se situer ici quand même. Le bas du canal, il est à 20 286 $. On va vite fait aller voir le momentum. Le momentum en daily. Hop, où vous voyez qu'on est toujours dans cette trend là de RSI. Pour le moment, on fait pas de plus haut ici. Donc vous voyez qu'on a des mouvements à l'achat qui sont de moins en moins puissants. Pour le moment, c'est ça qu'on peut voir en daily. On avait ce point d'achat là ici sur le Cypher, vous le voyez, avec un money flow qui est plus ou moins descendant. Donc ça, en général, ça va pas vraiment dans le sens du trade. Et on a un stochastique qui est assez haut, ce qui pourrait appeler éventuellement à une correction. Idem, le stochastique ici, on le voit qui est assez haut. Et le H-Ribbon, ce qui pour l'instant nous dit pas grand-chose. D'ailleurs, on va le cacher pour le moment. Alors, H-Ribbon, hop, on ouvre le H-Ribbon. C'est parti, super, il était déjà installé, c'est magnifique la préparation que j'ai fait en amont. Je suis vraiment un génie pour ça. Mais non, n'empêche, H-Ribbon, moi, personnellement, qu'est-ce que j'attends? J'attends, alors pas en daily forcément, parce qu'en daily, je trouve qu'il y a quand même des faux signaux de temps en temps. Regardez, en daily, vous voyez ici, il y a eu ce micro-croisement qui est passé au vert. Alors, un jour après, boum, il est repassé en phase de capitulation, mais il y a eu ce micro-croisement. Attention, je ne parle pas des pastilles bleues. Je parle vraiment ici des croisements des moyennes mobiles sur H-Ribbon, donc c'est-à-dire par rapport à la difficulté du H-Rate. Je parle vraiment de ça. Et donc, pour ceux qui veulent voir, en fait, voilà, c'est des moyennes mobiles par rapport au H-Rate qui sont faites en 30 et 1,60 daily. D'accord? Bon, on va pas aller dans le détail, mais ça, voilà. Ça, moi, je trouve que ça donne parfois des faux signaux. Donc, je vais pas forcément m'appuyer sur le daily. Je vais vraiment passer juste en weekly et attendre vraiment, en fait, ce croisement de capitulation qui va repasser dans la zone verte. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais attendre quoi pour donner l'exemple sur un H-Ribbon précédent? Je vais attendre par rapport à ce genre de consolidation-là, pas microscopique comme ici, mais par rapport à une vraie zone de capitulation plus importante, vraiment en weekly, le croisement qui passe boule, d'accord? Qui fasse que, on a ce fameux finalement zone de capitulation qui est terminée. Parfois, la pastille bleue se fait au bon moment, d'accord? Parfois, il me semble, il faudrait que j'aille vérifier, c'est ça. Parfois, elle se fait un peu plus tard, d'accord? Donc, vous voyez ici, la phase de capitulation ici en bas à gauche se termine et la pastille bleue se confirme plus tard. Moi, pour repasser vraiment dans une configuration beaucoup plus boule, pour dire, voilà, je donne encore un facteur supplémentaire pour dire que maintenant, le marché devient boule, j'attendrai en fait ce croisement par rapport finalement à la déperdition, finalement, en fait, que la zone rouge disparaisse, d'accord? Donc là, clairement,
je ne vais pas attendre forcément la pastille bleue. La pastille bleue qui parfois se fait après ce croisement-là, d'accord? Et un peu plus après, c'est-à-dire parfois 2, 3, 4 semaines après. Donc je vais vraiment attendre moi, non pas l'expression de la bougie bleue, mais ceci, d'accord? Pour le moment, on est bien parti, c'est-à-dire qu'on est bien parti sur également une zone de capitulation qui commence à ressembler à quelque chose. On voit, elle commence à durer, elle commence à ressembler à quelque chose. Donc dès que pour ma part, on aura ce croisement, je passerai grâce finalement à cet indicateur avec une conviction plus certaine sur un marché boule. Pour le moment, je n'ai toujours pas ça, donc je n'ai pas non plus ce facteur, cet indicateur qui me dit, voilà, CMA, voilà, moi, H-Ribon, j'appuie le fait que le bottom ait peut-être été connu. Maintenant, j'attends cette confirmation. Et également, je reprécise, je ne sais pas ce que j'ai touché, ça a fait plein de choses, je reprécise, le H-Ribon n'indique pas, et c'est ce que j'ai pu observer, le bottom parfait. Il montre la zone de capitulation et avec plus de confirmation, il va indiquer finalement cette fin de phase de capitulation. C'est un peu la même chose ici. Regardez ce qui s'est passé. Bon, alors, ce n'était pas le réel crash, mais parce qu'on a fait un léger plus haut par après. Mais clairement, vous voyez, par exemple, il nous dit fin ici de capitulation à cette bougie-ci, où on est aux alentours des 43 000, alors que le bottom a été fait plus précisément, ici, je pense, aux alentours des 28 000. Donc, vous voyez, il donne également par rapport au réel bottom une certaine latence. Juste sur Glassnode, ce qui je pense peut être intéressant de regarder, c'est le Purpose, l'ETF spot canadien, où on voit un retour de la demande. Vous voyez, ça m'intéresse moi beaucoup, ce type de métrique où effectivement on avait eu un énorme sell-off ici, vous le voyez sur cet ETF canadien. Donc c'était probablement une entité qui avait dumpé ici tous ses BTC, puisque un ETF au spot est obligé d'acheter des BTC au spot, contrairement aux ETF basés sur les futurs. Et ici, vous voyez que on a un retour de la demande institutionnelle. Pour l'Ethereum, on a en fait un pattern super intéressant qui est en train de se former ici, et on a déjà vu ce truc se produire en 2016 et en 2017. Maintenant, l'Ethereum ici se trouvait à ce point à tout petit prix, donc c'est différent, vous voyez qu'on oscille entre 5 et 15 dollars peut-être, mais quoi qu'il en soit, on a tout de même formé ce genre de triangle, on a une feinte aussi exactement comme on vient de le voir, donc on forme ce triangle, on a la même feinte, on rechute et on a une cassure à partir de là. Vous voyez d'ailleurs que c'est la même chose qu'on a pu voir juste ici, et après ça, on a assisté à un énorme rallye de la part de l'Ethereum. Et si on obtient quelque chose de similaire à ce qu'on a pu voir ici en 2016 et 2017, eh bien selon ce graphique, on pourrait même se retrouver assez rapidement à 8 000 $. Maintenant, attention, évidemment, je ne pense bien sûr que ça n'aura pas un effet aussi énorme sur le prix de l'Ethereum, et ce, même si ce pattern se répète assez précisément, vous savez que c'est toujours différent, on ne remontera pas non plus en ligne droite évidemment, car les conditions du marché et même le jeton lui-même ne sont plus les mêmes, mais c'est tout de même intéressant. Bref, soyez prudents et prenez quand même ça avec des pincettes, mais peut-être que ça peut tout de même nous donner une vague idée quant au fait qu'on pourrait bientôt en quelque sorte répéter ce pattern haussier, même si, comme je le disais, les montants et pourcentages de gains ne seront systématiquement pas les mêmes. Mais faites-moi tout de même savoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'Ethereum ne reparte en flèche à la hausse? Je me réjouis de lire votre opinion. The Merge a plus ou moins été confirmé pour le 19 décembre. Le 19 septembre, pardon, et vous voyez que ici, donc là je vous montre les options sur Bitcoin, vous voyez le volume décroissant sur l'année, c'est-à-dire tout ce qui est prévu comme option jusqu'en 2023, le volume est décroissant en fonction de ce qu'il va se passer, et quand je vous montre les options sur Ether, vous voyez qu'on a un volume croissant qui trouve plus ou moins au 30 décembre prochain une sorte d'ATH si vous voulez, donc on va aller analyser vraiment plus précisément les options sur Ether. Et ici, voilà, même chose. Je vous montre Bitcoin ici. Voilà, hop, on a plus ou moins une perte d'intérêt. On va dire un strike ici autour des 25. Et sur Ether, on commence à avoir des strikes un petit peu dans tous les sens. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Donc ça, c'est pour vous montrer la force des options sur Ethereum et du coup à quel point il peut être intéressant d'aller analyser les options. Ici, je vais vous montrer autre chose également avant de passer sur les options proprement dites. Et vous comprendrez que c'est un petit peu technique, mais ça nous permet vraiment de sentir un petit peu le vent venir ici. Oui, donc du coup, qu'est-ce que vous avez ici comme volume? C'est Deribit. Deribit, vous le voyez sur Ethereum, on est littéralement à 97,6% des options. C'est-à-dire très peu d'autres choses. Là, on est vraiment dans une situation... si tu veux, de politique financière mondiale qui est vraiment très très tendue. Donc là, l'SP500 nous enclenche un petit to the money, d'accord? L'SP500, c'est le Bitcoin de la bourse. Lorsqu'il pètera ces niveaux-là, on pourra dire, oula, il est assez énervé, le Bitcoin de la bourse. Donc on attend de voir. On est toujours quand même dans un canal descendant qui est comme ça. Alors si je te le fais plus propre, j'en sais rien, un petit truc comme ça, tu vois. Donc on verra bien. Après, c'est sûr que s'il fait ça, qui pète là,
et qui se dirige vers là, oui, là on va commencer à dire, allez, c'est possible qu'on ait trouvé un bottom sur la bourse, et donc là c'est possible qu'on ait aussi un bottom sur le Bitcoin. C'est possible, mais attention, c'est une possibilité. Après, c'est possible que là, on n'y arrive pas, on se fasse rejeter et qu'on fasse un gros M de l'enfer et bam, aux enfers complètement. Le Bitcoin, on arrive ici aux 30, je sais pas moi, les 30 000 $ et bam, on se fait rejeter aux enfers. Donc, on reste prudent. Le VIX ici, qui est l'indice de la volatilité et de la peur, bon, bah écoute, il est un peu calmé pour l'instant, on attend de voir, hein, est-ce qu'il va repartir vers le haut et là les marchés boursiers feront du gros vert, marché crypto aussi, ou est-ce qu'il va péter vers le bas et finalement tous les marchés vont se calmer pendant 1 ou 2 mois, on verra bien. Au niveau du dollar, donc le dollar il a pété cette petite trendline là, bon c'est un premier, si tu veux, un premier geste du dollar qui nous dit bon, pourquoi pas, est-ce qu'il va commencer à descendre? On attend de voir, faudrait qu'il pète des anciens niveaux comme ça. S'il commence à péter des anciens niveaux, là on va commencer à dire ah ça sent bon, parce qu'un dollar qui a fini son bull run et qui repart dans un petit bear market, c'est des cryptos qui repartent dans un petit bull run, et les actions aussi. Donc on attend de voir. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est peut-être le début de quelque chose, mais ça fait 3 jours qu'il se passe quelque chose. On va pas remettre en question tout un bear market qui est là depuis à peu près 7 mois sur 3 jours de bougie. Il faut pas, les amis. Il nous faut plus. C'est pas parce qu'il y a 3 jours de bougie verte que ça y est, bear market c'est fini, on part en bull run. Mais non, tu remets pas en question 7 mois de bear market sur 3 jours de bougie verte. On fait pas ça, on est plus prudent. Bon. Et on va commencer directement avec les news du jour. On va commencer avec la première qui va concerner la boutique de la blockchain Solana qui ouvrira bientôt ses portes à New York. Une boutique qui ne sera ouverte que 3 mois sur 12 parce que le reste du temps, elle sera en maintenance ou complètement bloquée ou en train de se faire hacker. Pour comprendre ces blagues, il faut avoir un peu suivi ce qui se passe sur la blockchain Solana depuis maintenant plus d'1 an. La boutique a pour ambition de faire un lieu physique dédié à la culture Solana et aux usages du Web3. Et comme le dit ce texte, à l'intérieur, vous apprendrez comment Solana fonctionne et ce qu'est la Web3. Ils vous permettront de mettre un portefeuille en place pour acheter vos premiers NFT et vous guideront tout au long de vos premières transactions sur la chaîne. Bon, blague à part, c'est quand même quelque chose de positif pour essayer de rendre un peu mainstream ce domaine qu'est la crypto-monnaie et de démocratiser encore plus le domaine de la blockchain. Néanmoins, encore un stablecoin algorithmique qui part à la poubelle et il vient de la blockchain Solana. Nirv, le stablecoin algorithmique de la blockchain Solana, drop de plus de 85% après que les hackers aient pu siphonner pour environ 3,5 millions de $ d'USDT de la trésorerie de Nirvana. Ne disposant plus d'assez de collatéral pour essayer de garder le peg, Nirvana s'est vu complètement dévissé et on assiste là, si je ne dis pas de bêtises, à la chute du 3e stablecoin algorithmique. Mais pourquoi il y a encore des gens qui mettent de l'argent dedans? Voilà pourquoi je vous disais que la blockchain Solana c'est un peu de la... Je peux comprendre du coup qu'il y a eu des inquiétudes au niveau des populations. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à payer en francs CFA? Enfin, on connaît rien à cette monnaie. Et surtout que c'est une monnaie qui est numérique et que le pays n'est pas couvert à 100% au niveau de l'électricité. Une question pour sortir justement de cet entretien, je poserai dans la question de savoir est-ce que la Centrafrique est couverte entièrement et totalement à 100% par le réseau Internet, puisque quand on parle de Bitcoin, on parle également du numérique. Il faut de l'électricité, il faut de la connexion à Internet. Oui. Mais pour utiliser votre Bitcoin au quotidien, pour acheter le piment, vous n'avez même pas besoin d'Internet. J'ai la chance d'avoir travaillé sur un portefeuille numérique qui permettrait aux Centrafricains de payer comme ça simplement par Bluetooth ou simplement par NFC, Near Field Contact. Vous n'avez pas besoin de payer par QR code. Donc vous prenez votre téléphone, je prends le mien, j'ai payé. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour ça. La technologie, c'est pas un mystère. C'est des choses simples. On a besoin d'Internet pour faire fonctionner les serveurs qui seront installés, pour faire fonctionner les gros systèmes qui seront installés, les grosses transactions. Mais pour les activités au quotidien, je vais acheter ma bouteille d'eau à la boutique, je n'ai pas besoin d'Internet. Là, je n'ai pas de monnaie sur moi, alors pour la payer, j'utilise son code QR que je scanne. Son nom apparaît, j'indique la quantité et voilà. Je viens de lui envoyer $180 en Bitcoin. C'est ceux qui font du trading. Et c'est pour ça que je dis que les gens ne comprennent pas du tout où va la Centrafrique. C'est ceux qui font du trading qui ont besoin d'avoir de la connexion Internet tout le temps pour contrôler leur position, pour savoir s'ils perdent ou ils gagnent de l'argent. Seuls les Centrafricains, comment ils vont avoir du Bitcoin?
eux, ils n'achèteront pas du bitcoin. C'est parce que l'État leur demande. L'État va vendre du pétrole et sera payé en bitcoin, du gaz et sera payé en bitcoin, de l'or et sera payé en bitcoin, du fer, du coltan, du manganèse, du cuivre et sera payé en bitcoin. Exactement comme l'État le fait avec le franc CFA. L'État va faire deux choses qui vont permettre que les gens aient du bitcoin dans leur portefeuille numérique. Commande publique et les salaires. S'il a pris cette démarche, du coup, de procéder à une nouvelle monnaie, du coup, qui est le Sango Coin, qui signifie Sango, signifie, en gros, c'est le nom de notre langue. Donc, les Centrafricains, nous parlons le Sango, et c'est le nom aussi de notre monnaie. Donc, en fait, je pense que c'est un petit jeu de mots qui veut dire que nous parlons le langage de l'argent. Donc, Sango, parler, Sango, argent. Donc, on parle l'argent. Ouais. Donc, voilà, moi, je pense que, après ça, c'est vraiment mon humble avis. Je pense pas que ça va vraiment concerner, du coup, les Centrafricains. Je pense que ça, enfin, les Centrafricains lambda, ça veut dire que la maman qui veut juste aller acheter du gunja au marché, tu vois. Enfin, je pense pas que ça va vraiment la concerner, elle, particulièrement. Une news en fait, enfin je veux dire maintenant ça devient récurrent, hein. Maintenant on a Babel Finance, vous savez, qui est aussi une plateforme de prêt-emprunt à Celsius, et on s'aperçoit qu'ils ont perdu 280 millions de dollars donc en Bitcoin en faisant du trading, hein, avec les actifs des clients. Donc voilà, c'est franchement, ils faisaient des options en fait ils faisaient des options avec les actifs des clients, et ils ont perdu massivement. C'est relativement inadmissible. Enfin, c'est complètement inadmissible, et les régulateurs vont venir encadrer ces pratiques-là. Maintenant, on peut jeter la pierre à l'univers des cryptos, et d'ailleurs il faut le faire. Mais faut pas oublier que finalement c'est ce qui se passe dans les banques traditionnelles, hein. Ils jouent ils trade avec votre argent. C'est-à-dire, en 2008, ils ont même pas réussi à réinstaurer ce qu'on appelait le Glass-Steagall Act, qui séparait, aux US, qui séparait justement les activités retail, de banques traditionnelles, des activités de marché. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein. On a essayé de le remettre, mais ça n'a absolument pas eu lieu. En Europe aussi, hein, d'ailleurs, et c'est toujours le cas. Les banques ont créé des sociétés, des SPV, hein, donc des coquilles vides qui ont pour objectif de contourner la réglementation, et donc on peut jeter la pierre aux cryptos, mais bon, il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe dans le monde traditionnel. Parlons maintenant de Celsius et de la base de données des clients de Celsius qui aurait fuité, en tout cas une bonne partie de cette base de données qui aurait fuité à cause de un de leurs prestataires de service, Customer.io, qui gérait toute la relation avec les clients. Cette base de données a fuité, vous avez dû recevoir un mail potentiellement sur ce sujet. Et en fait, ça veut dire que on pourrait assister prochainement à une vague de phishing concernant Celsius. Imaginez des faux mails de phishing qui vous disent: pour pouvoir récupérer votre argent Celsius, merci d'effectuer un virement sur cette adresse, d'envoyer de l'argent, de donner votre clé MetaMask ou autre chose. On va imaginer plein de choses. Donc soyez très très vigilants sur les divers mails de Celsius que vous allez recevoir prochainement si vous êtes concerné par cette affaire. Je voulais également partager avec vous cet article de Coin Tribune. Pourquoi l'AMF va-t-elle sévir contre les influenceurs? Je vais vous lire quelques passages de cet article. Depuis plusieurs années, les influenceurs crypto ont développé de larges communautés, analysant les projets et les chartes. Ils donnent quotidiennement leur point de vue sur le marché. Beaucoup d'investisseurs, surtout ceux qui viennent d'entrer dans ce marché, suivent donc leurs conseils. Malheureusement, personne n'est devin. Beaucoup de conseils peuvent devenir un drame en cas de retournement de marché, comme on a pu en connaître dernièrement. Ainsi, beaucoup d'influenceurs ont mis en avant le Luna avant sa chute et ont fait perdre beaucoup d'argent à ceux qui les ont suivis. L'AMF a donc mis ces influenceurs sur sa nouvelle feuille de route. L'AMF précise que cette feuille de route comprend aussi un volet consacré aux influenceurs des réseaux sociaux dans le domaine de l'investissement. Le laisser-faire est donc un âge révolu. Pourquoi je voulais partager cet article avec vous? Eh bien, comme vous avez sûrement pu le constater sur YouTube, on voit de tout. Des chaînes qui vous promettent de devenir riche en un temps record, de gagner de l'argent facilement. Tout ça, les amis, ça n'existe pas. Arrêtez de croire ces histoires. Pour gagner de l'argent dans l'investissement, il faut de la patience. La patience, c'est la première des choses qu'il faut absolument avoir. Le journal Le Parisien qui va mettre en vente des pans de son histoire à travers les NFT. En effet, ils vont faire une collection de 100 NFT correspondant à 101 marquantes de leur histoire et de notre histoire.
Les gars, maintenant on va parler de la collection NFT d'Ezuki sur la blockchain Solana, qui est un projet qui veut révolutionner le marché en lançant une plateforme de launchpad de Freemint qui va s'appeler Temple. Vous avez bien entendu, de Freemint, ça veut dire que le projet veut proposer donc le mint de NFT gratuitement. Et pourquoi c'est révolutionnaire, les gars? Tout simplement parce que ça oblige les équipes à faire le nécessaire pour que le floor price augmente et donc générer des fees dans les échanges. Donc ça veut dire que les équipes marketing sont obligées de faire vivre les projets pour avoir quelque chose de gagnant-gagnant s'ils veulent survivre, s'ils veulent faire vivre le projet et donc aussi gagner de l'argent. La plateforme sera spécialisée donc dans le free mint avec une marketplace du style de OpenSea, avec une sélection de tous les projets qui seront notés avec une note de 1 à 5 qui va aller de la chain collection jusqu'au Temple certification, donc qui vous permettra donc de sélectionner ces fameux projets. Et évidemment, il y aura une appli qui sera associée à tout ça. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la terite. Où la trouver et surtout, comment la trouver? Surtout que là, en ce moment, il y a la terite liée, la terite pas liée. C'est un petit peu compliqué. Donc, je vous ai fait un petit tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Et le tuto commence maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, mon compte-rendu de récompense, j'ai gagné 10 térites non liées. Attention, elles sont non liées. Car c'est très important, il y a eu une mise à jour et maintenant, vous pouvez avoir de la térite liée comme de la térite non liée. Vous voyez la térite liée, il y a le petit cadenas. Alors, je pense que cela va quand même augmenter le prix de la térite car elle sera plus rare et on peut le voir déjà, le prix a quand même augmenté. Alors, essayez quand même de garder votre térite non liée et d'utiliser votre térite liée pour augmenter votre équipement. Parce qu'on peut avoir la main lourde de temps en temps quand on augmente ses équipements. Et c'est quand même difficile d'avoir la térite non liée. Ledger qui lance sa marketplace après le succès de sa vente de NFT. Ils ont vendu 10 000 NFT à 0,3 ETH et ça a quasiment fait x2 depuis. Et bien sûr, les holders du NFT auront des avantages dans cette nouvelle marketplace, affaire à suivre. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.